collaboration avec la 3, la Elbe Ciné et l'IEX présente la 5e édition de Silence au vif. Bonjour ou bonsoir à tous. Un festival, 2 écoles, 3 la chaîne qui nous diffuse. Voici les chiffres qui résument ce magazine. Silence on FIF, vous le savez, c'est un magazine réalisé entièrement par des étudiants à propos du Festival international du film francophone de Namur. C'est eux qui font tout. Moi, je suis juste le chef d'orchestre qui indique aux musiciens à quel moment ils doivent jouer. C'est ce que je vais faire tout de suite avec Camille pour le sommaire du jour. Bonjour. Nous accueillons sur le plateau un invité prestigieux, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. De la Côte d'Azur à Namur, il présente son documentaire « Lumière, l'aventure commence ». Hubert Charouel a grandi entre une ferme de vaches laitières et un cinéma. Aujourd'hui, il présente son premier long métrage « Petit paysan » qui parle des épidémies qui frappent les élevages de bétail. Les vraies stars de ce festival, ce sont les bénévoles. Que ferait le FIF sans eux ? Nos journalistes se sont posé la question et ont rencontré 3 profils différents, tous au rôle essentiel. Cocorico, c'était aujourd'hui la journée du cinéma belge francophone et pourtant, Silence on FIF a décidé de lui adresser un petit clin d'œil. Et oui, nos journalistes restent fidèles au surréalisme belge. Alors, ils s'interrogent sur le cinéma flamand en plein cœur du festival du film francophone. Pas si étrange que ça, vous verrez, puisqu'ils sont présents dans la programmation. Un reportage réalisé par Marie-Reine. News! Accueillons les 2 réalisateurs. Première question, ik zou uw leven niet willen hebben. Oui, c'est bien du flamand que vous entendez au FIF. Depuis plus de 15 ans, le festival francophone projette jusqu'à 3 longs et 6 courts-métrages en néerlandais. Aujourd'hui sur scène, 2 réalisateurs néerlandophones. Oh, het is moeilijk in Frans, ja. Je crois que c'est très important, il y a un mélange entre le Flandre et Wallonie. C'est pas parce qu'on est un festival francophone qu'on n'est pas non plus un festival belge et que du coup on peut pas mettre en valeur l'autre cinéma du pays, c'est-à-dire le cinéma flamand. Le festival d'Ostende sélectionne quelques films qui sont diffusés ici à Namur et à l'inverse, Namur envoie quelques films francophones au festival d'Ostende. N'en déplaise aux critiques cinéma qui sont nombreuses à avoir répondu à l'invitation. Je trouve ça très bien, puisque les Flamands sont des Belges, comme les francophones, donc voilà. Les différences sont assez grandes. On a l'impression parfois d'avoir 2 cinémas en un, avec un cinéma au nord du pays qui est plus porté sur le genre ou le film commercial, alors que côté francophone, historiquement, depuis toujours, c'est plutôt un cinéma d'auteur. En effet, même les réalisateurs déplorent cette division artistique. En Belgique, c'est un pays un peu bizarre, mais c'est un mix de beaucoup de styles. Et oui, le cinéma flamand fait partie de ça. Il y a aussi une division, on ne connaît pas vraiment les artistes dans tous les genres de formes d'art. C'est la musique ou le cinéma. On ne connaît pas vraiment, donc c'est très important que le festival mélange un peu, je crois. Waarom meen je dat? Dat doe ze. Dat is omdat ze zo'n herkennen zo zwerven hebben ze. Mais pourquoi le cinéma flamand atteint-il plus son public ? Ils abordent des sujets que les francophones n'osent pas vraiment encore aborder. On sent qu'il y a un peu plus de spectacle, c'est fort rythmé, très, j'ai presque envie de dire américain, dans la façon de faire, c'est très spectaculaire. Parce qu'on sait bien que le cinéma francophone doit encore réussir son pari d'aller vers son public. Parce qu'il n'y a pas encore eu ce lien, mais je pense qu'il y a tout pour que ça se fasse. Au FIF, le cinéma francophone et le cinéma flamand restent plus partenaires qu'adversaires. Le FIF, on le sait, c'est un tapis rose, mais pour l'invité que nous recevons maintenant, c'est plutôt le tapis rouge qu'on aurait dû sortir, le tapis rouge de Cannes, évidemment, puisque Thierry Frémaux est le délégué général du Festival de Cannes. Il dirige également l'Institut Lumière, il vient présenter aussi un film sur la naissance du cinéma. Thierry Frémaux, bonjour, merci d'être parmi nous. Non, merci à vous de m'inviter. Alors, vous l'avez compris, ce magazine est entièrement réalisé par des étudiants. C'est d'ailleurs François qui va vous interviewer dans un instant. Ça vous parle, vous, de cette transmission aux jeunes ? Oui, c'est assez fondamental. Hubert Charouel, qui va me succéder, vient de réaliser son premier film. Là, il y a de jeunes apprentis plus que ça, d'ailleurs, dans ce que je vois, journalistes. Et en effet, c'est plus que jamais, je crois, la question, celle de la transmission, celle du renouvellement.
Et c'est comme ça qu'on fera aussi attention aux anciens, d'être sûr que la jeunesse prend le pouvoir. Alors Thierry Frémaux, bonjour. Alors vous êtes ici à Namur pour nous présenter votre film intitulé Lumière, l'aventure commence. Alors c'est un documentaire qui retrace le travail des frères Lumière entre 1895 et 1905. Alors ça, on en parlera juste après. Mais voilà, avoir le délégué général du Festival de Cannes à Namur, ça n'arrive pas tous les jours. C'est même la première fois, alors on va en profiter. Alors voilà, à Cannes, c'est un tapis rouge, comme Eric le disait. Ici, il est rose, mais sinon, franchement, au final, Cannes, Namur, c'est quoi la différence ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cannes est le plus grand festival du monde. Et si je le dis, d'autant plus avec conviction, c'est que c'est la vérité. Mais qu'à l'inverse, pour moi, être ici, c'est être chez des collègues, chez des amis, chez des gens qui font le même métier que moi. Il se trouve que moi, c'est Cannes. Mais ici, faire vivre un festival à Namur, comme faire vivre un festival à Helsinki, où j'étais la semaine dernière, ou le festival de Saint-Sébastien, le monde entier est fait de ce maillage d'événements qui font que, par exemple en ce moment, à Namur, la chose la plus importante qui soit, c'est le cinéma. C'est grâce au festival. Et tous, tant qu'on est, parce qu'on aime le cinéma et qu'on fait ce métier-là, c'est ce que nous faisons là où nous sommes. Je le fais à Cannes, je le fais également à Lyon. Le festival Lumière va commencer aussi dans une dizaine de jours. Et le cinéma a ceci de particulier, peut-être par rapport aux autres arts, qu'il y a toute une armée de passionnés qui rendent les choses possibles. D'accord. Mais une autre question que je me pose, que fait le délégué général de Cannes quand il vient au FIF à Namur ? Je sais pas moi, de l'espionnage, parce que je pense qu'à Cannes, vous aimez plutôt le cinéma belge, non ? À Cannes, on aime le cinéma belge. D'ailleurs, on a montré cette année un film qui s'appelait La Belge Histoire de Cannes, puisque, en effet, ce pays, dont je vois bien qu'il est toujours traversé par les questions, pour nous, c'est la Belgique, même si c'est beaucoup la Belgique peut-être wallonne, française. Enfin, je fais attention aux mots, parce qu'avec francophone, ce qui se passe en Espagne, là, je fais un peu attention maintenant à tous ces trucs-là. Mais il y a quelque chose d'assez passionnant de voir le nombre d'artistes au kilomètre carré dans ce pays. Il n'y a pas une région française, pour parler de territoire en superficie, qui est aussi bien dotée en qualité artistique que la Belgique. Alors, voilà, Thierry Frémaux, vous êtes lyonnais. Les frères Lumière étaient lyonnais. Et le cinéma est né à Lyon à la fin du 19e. Et en 10 ans, les frères Lumière ont produit 1422 films. Et vous, dans votre documentaire, vous nous en montrez 108. En les analysant, bien sûr, avec un regard de passionné. Un jour de mars 1895, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. C'est aussi le témoignage clinique d'une époque. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Voilà, le cinéma des frères Lumière, donc c'est un plan et 50 secondes de pellicule. Mais pourtant, vous nous montrez plusieurs fois à quel point la scène était pensée et travaillée. C'est ce qui vous plaît le plus dans ce cinéma ? Ce qui me plaît, c'est de parler de cinéma et quand on parle des Lumières, il y a une partie qui est l'invention, la technique, redire qu'ils sont vraiment les inventeurs du cinématographe Lumière, et puis ensuite, c'est de prendre ces films avec le même regard qu'aujourd'hui. Moi, j'ai cette chance d'être dans le très contemporain à Cannes. Je vois tout ce qui se produit dans le monde entier, et en même temps d'avoir toujours cette passion pour le cinéma classique, pour l'histoire du cinéma, et cette mission sacrée, vous l'avez dit, je suis lyonnais, et il se trouve que l'histoire du cinéma a un peu oublié un grand cinéaste qui s'appelle Louis Lumière, qui est le dernier des inventeurs et le premier des créateurs. Et c'est ce que ce film-là essaie de montrer aussi pour s'amuser un peu. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma ennuyeux, c'est pas un cinéma qui donne le sentiment qu'on travaille. C'est un cinéma qui nous dit déjà tout du plaisir qu'on va éprouver comme spectateur. Et avec Lumière, qui invente 3 fois le cinéma, il invente l'art, il invente la technique et il invente la salle de cinéma. Et on est dans un festival de cinéma. Et cet après-midi, ce soir, tout le monde est là, tous ensemble, pour aller au cinéma. Ça, c'est la grande invention de Lumière aussi. Voilà, et c'était il y a plus de 100 ans, en 1895. Et moi, personnellement, je suis né pile poil 100 ans après. Et du coup, ce film, il m'a quand même touché. Et franchement, au début, je m'y attendais pas. J'y allais un peu comme ça, et je m'attendais pas à ce que ça me touche à ce point. Et j'étais aussi dans la salle avec une dame assez âgée, qui, en sortant, elle a juste dit 3 mots. Elle a dit « Mais quelle merveille !» Et en fait, du coup, la question que je vous pose, comment vous expliquez qu'un tel film puisse toucher
autant de générations en fait? Par les mêmes raisons que des films de Jean Renoir ou des films d'Orson Welles continuent de toucher, qu'un poème d'Arthur Rimbaud, un morceau de musique de Mozart. C'est-à-dire que l'art, le vrai, si j'ose dire, l'art qui dit la vérité, qui dit la simplicité et la beauté des choses, ne vieillit jamais. Et les films Lumière sont exactement dans cette catégorie. Et ça ne se savait pas. Moi, je le savais. C'est pour ça que j'ai eu envie de les montrer. Mais quand ça dure comme ça, vous savez, à Cannes, c'est une sélection. Alors j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Il y a toujours des polémiques formidables. C'est le temps qui donne leur valeur aux choses. Et en cinéma en particulier. Et là, c'est assez beau, en effet, de voir ce que vous me dites me touche, parce que je pense que dans celui qui naîtra en 2095, donc il y aura 100 ans de moins que vous, sera, je crois, j'espère, touché de la même manière, de la même façon qu'on est touché par Homère, par la première fois que les écrivains ont commencé à raconter le monde. Et puis ils ont ce privilège, c'est que les premiers films resteront toujours les premiers films. Voilà, et avec Lumière, il faut se dire ça, c'est que chaque fois qu'ils filment quelque chose, c'est la première fois. Merci Thierry Frémaux. Je sens que nos étudiants vont proposer l'an prochain d'aller faire ce magazine à Cannes. J'espère que vous serez là pour les accueillir. Merci François. Merci. Du Festival de Cannes, on va revenir à celui de Namur avec un personnage clé. Et oui, le festival, donc le FIF, c'est plus de 140 films. Derrière tous ces choix se cache un homme, Hervé Le Fuez. Il est programmateur du festival depuis plus de 10 ans et en parle avec Pauline à bord d'un bateau. Alors bonjour Hervé. Bonjour. Donc vous êtes programmateur du FIF. C'est peut-être une question naïve, mais qu'est-ce qu'il fait un programmateur? Alors le programmateur il sélectionne les films. C'est un long processus. Ça inclut la recherche des films, c'est prospecter en festival aussi. Et puis c'est visionner l'ensemble des films et établir la programmation du festival. Donc. Alors justement, au niveau de la sélection des films, à quels éléments vous faites attention quand vous en sélectionnez? Donc par exemple, une histoire, un genre, un acteur particulier, comment ça se passe? J'ai l'habitude de dire qu'on fonctionne vraiment au coup de cœur, qu'on va vraiment choisir un film parce qu'il est venu nous chercher, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de nous. On n'a pas de grille d'évaluation, on n'a pas de notes qu'on attribue au film ou de cases qu'il faut cocher. C'est vrai que nous, on aime bien aussi avoir cette possibilité de suivre par exemple un réalisateur dont on a présenté des courts-métrages. Quand il passe au long-métrage, on va être peut-être plus attentif à ce qu'il fait. Alors votre petit coup de cœur cette année? C'est une question qui est quand même très compliquée étant donné que, je dis qu'on présente 140 films, donc c'est normalement 140 coups de cœur. Si je devais peut-être pointer juste un film, c'est le film d'un réalisateur qui s'appelle Fabien Gorjard. Le film s'appelle Diane à les épaules. Là, je suis en mesure de vous donner le sexe de l'enfant si vous le souhaitez. Non, mais si on veut attendre la naissance. Je sais pas, je crois que j'aimerais bien savoir, moi. Enfin, ça t'embêterait? Vous faites comme vous voulez, les gars. Moi, je m'en fous, ça vous fait plaisir. On avait eu déjà la possibilité, la chance de présenter 2 de ses courts-métrages avant. Donc là, c'est son passage au long. C'est symbolique par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette envie de suivre des carrières de réalisateurs. D'accord. Et donc, par exemple, cette année, il y a énormément de films avec les femmes. Est-ce que c'est une volonté ou c'est un peu une tendance dans l'air du temps? C'est pas une volonté particulière, c'est vraiment, comme vous dites, une tendance. Maintenant, si je te dis challenge, voilà, ça te fait quoi? Ça m'excite. Chaque année, il y a une thématique qui se dégage un peu malgré elle. Ça dépend vraiment de l'actualité cinématographique. Ce n'est pas des thématiques qu'on se fixe à la base. Nous, notre thématique, c'est vraiment la francophonie, la diversité du cinéma francophone, donc présenter des films qui sont représentatifs de cette diversité. Et alors, dans la vie de tous les jours, quand vous regardez un film, est-ce que vous le regardez plutôt comme un spectateur lambda ou comme un programmateur? J'espère que j'ai quand même gardé les yeux du spectateur lambda. Mais
quelque chose qui est assez étrange, c'est que là, ça fait peut-être 4 ou 5 mois que je ne suis pas allé au cinéma parce que j'ai tellement de films à voir pour le travail que j'ai plus le temps d'aller, de prendre le plaisir d'aller découvrir des films en salle. Ça, c'est presque une frustration. Mais je pense que j'essaye de garder effectivement sur un regard de spectateur, certainement quand même doublé un peu du regard du professionnel. Vous travaillez pendant un an, vous choisissez des films pendant un an, mais une fois que le festival arrive, vous êtes en vacances ou comment ça se passe? Le FIF, c'est pas juste une semaine de festival, c'est aussi des activités à l'année. Donc en fait, on n'a pas vraiment de temps mort, c'est toute l'année des activités à mettre en place pour travailler sur la prochaine édition et sur tout ce qu'on fait annuellement. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur ce bateau et bon festival. Merci à vous, à bientôt. Oui, Hervé Le Fuez, qui est aussi à l'origine de cette couverture du FIF par des étudiants, on le remercie bien sûr. On va continuer de parler du cinéma belge, puisqu'à l'occasion de ses 50 ans, nous consacrons chaque jour un focus à un de ses réalisateurs, et aujourd'hui, c'est... Alors, vous avez entendu parler de lui avec ses films Les Barons et La Marche. Il est acteur, scénariste et réalisateur. Nabil Benyadir touche à tout. 3 de nos étudiants ont dressé son portrait pour vous en 3 minutes. Le focus! Mollo, les gars. Vous allez vous froisser un muscle. L'ambition, vous connaissez? Le cinéma de Nabil Benyadir, c'est avant tout un point de vue sur la différence. Un vrai regard sur la société, sur la communauté et sur les générations. Un regard sur la culture et la différence d'opinion. C'est un jeu sur les stéréotypes, un défi contre les préjugés. T'es pas la cible, toi. C'est nous qu'ils veulent, ok? Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles, Christophe. Un arabe qu'on laisse monter sur scène, tu crois que c'est pourquoi? Pour que tu nous parles de Madame Pipi. Il en a rien à branler, lui, de Madame Pipi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu descendes ton père, ta mère, et que tu le supplies pour t'aider à quitter ta culture de barbare. Tu connais le prénom de la cigale dans La Cigale et la Fourmi? Non, je connais pas, mais vas-y, accouche. Steven. Le cinéma de Nabil, c'est aussi une grande histoire d'amitié. C'est de la compassion, de l'empathie. C'est l'histoire de 3 potes qui glandent à longueur de journée. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui marchent ensemble. Ou encore d'un policier raciste dont le bras droit est belgo-marocain. Alors on se balade? Ils ont perdu leur langue, les bronzés? On leur a coupé pendant la guerre d'Algérie. Oh, égalité. Où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient que dans leur pays, c'est le melon. Le cinéma de Nabil, c'est du politique mélangé à du social. C'est des gars désabusés par le système. Ce sont des jeunes qui luttent contre le racisme. C'est un flic qui intègre un parti d'extrême droite. Mais le cinéma de Nabil, c'est aussi un esthétisme particulier. C'est une influence américaine dans des films tournés chez nous. C'est le passage du réalisme à la fiction. C'est une comédie sociale qui se transforme en road movie antiraciste jusqu'au thriller politique. Journée de merde! Calme-toi maintenant, Farid, s'il te plaît. Faut grandir en Inde, il faisait chaud et beau, t-shirt et tout. Moi, je suis là, il pleut, au milieu de nulle part. Je suis fatigué, et je sens plus mes pieds. Bah, t'en as de la chance, parce que nous, on les sent, tes pieds, là. Enfin, le cinéma de Nabil, c'est de l'émotion teintée d'humour. Par où la gare, s'il vous plaît? La gare? Dans ton pays? C'est des répliques qui nous font sourire. Je vous embrasse comme j'embrasse la France. Des personnages qui nous font rire aux éclats, d'autres qui nous fâchent. Lâche-moi! T'entends? Lâche-moi! Laisse-moi vivre! C'est des moments qui nous tiennent en haleine, d'autres qui nous donnent la larme à l'œil. Tu lui dis que t'es fier de lui? Que t'es fier de le voir se lever tous les matins? D'aller travailler dans le froid pour nourrir sa famille? Vas-y, poussez. Le cinéma de Nabil Benyadir, c'est Les Barons. Allez! Allez, pousse! Allez! La Marche et Dos de Hook. Le cinéma est bien sûr un reflet de notre époque et donc aussi de ses dérives, y compris alimentaires et sanitaires. C'est le thème du film dont vient nous parler Hubert Chariel. Son film, c'est Petits paysans. Bonjour Hubert Chariel. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'accueil. Je l'accueil. vous confie au bon soin de Marie.
Bonjour Hubert Charuel. Alors tout d'abord, en fait, Petit Paysan, c'est un film qui s'attarde sur un paysan, Pierre, interprété par Swan Arlo, et sur son troupeau de vaches. Alors il faut savoir que l'intrigue tourne autour de la fièvre hémorragique dorsale, donc c'est une maladie bovine qui s'est déclarée en Belgique et qui se répand en France. Le problème est que si une vache est déclarée comme étant malade, tout le troupeau doit mourir, donc l'enjeu est énorme pour l'éleveur. Alors, Absolument rien. ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où cette vache? La vache, c'est pas celle qui était dans la salle de traite. T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. Et s'il y en a une autre? Il y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? Alors Hubert Charuel, d'abord, je voulais vous dire que j'avais vraiment adoré le film. Il est vraiment poignant, rafraîchissant. Moi qui viens de la campagne, je me suis retrouvée au milieu des champs. On découvre vraiment le quotidien de l'éleveur, on découvre la difficulté du métier, on découvre sa passion. Alors vous êtes fils d'agriculteur, vous avez travaillé dans l'élevage. Est-ce que ça a été une révélation pour choisir votre premier film qui est en fait vraiment un sujet de société en fait? Oui, je pense que naturellement, en fait, j'ai décidé, c'est évidemment mon passé qui fait que j'ai décidé de faire ce film-là plus qu'un autre. Je me suis jamais posé la question de me dire, tiens, je vais faire un film sur le monde agricole. C'est vrai qu'on dit souvent un premier film, c'est quelque chose de très personnel. Donc moi, ma particularité, c'est que j'ai grandi dans une ferme. Donc assez naturellement, je suis allé vers ce type d'histoire. Ouais. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une relation limite en homéose avec les vaches et Pierre. Alors, il considère carrément un veau comme son animal de compagnie puisqu'il lui fait son bain, il va avec lui dans son divan. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de travailler avec autant d'animaux sur un tournage et surtout avec des vaches qui ne sont pas les animaux qui sont les plus faciles à dresser? Alors évidemment que c'était la partie la plus compliquée, en tout cas pour le film, mais on va dire voilà, c'est un animal que je connais très bien, que j'ai pratiqué, je savais que ça allait être compliqué, qu'il fallait beaucoup de préparation. Donc voilà, on s'est très bien préparé, on a pris les choses en avance, mais c'est sûr que c'est de loin la chose qui demandait le plus d'énergie et le plus d'investissement. C'est des vraies vaches, c'est pas des effets spéciaux? Non, c'est pas des effets spéciaux, c'est des vraies vaches, des vrais veaux, un vrai veau, pardon, et puis et voilà, qui prend un vrai bain. Voilà. Et malgré la dureté de la chose, vous arrivez à inclure quelques touches d'humour. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver le juste équilibre entre la comédie et le drame? Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Enfin, la volonté de mélanger les tons. Enfin, moi, j'y crois et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose pour moi qui constitue une partie du cinéma belge en plus. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis assez partisan du fait que je vais d'autant plus rire avec un personnage si j'ai été ému par lui et inversement, je vais peut-être être plus triste si j'ai rigolé avec lui à un moment en tout cas. Mais c'est sûr que ça a été une ligne très compliquée à tracer, mais c'est ça qui était intéressant sur le projet en tout cas. Et comment est-ce que vous avez fait pour intégrer les personnages dans l'univers de la ferme, puisque les acteurs ne sont peut-être pas habitués à aller à la ferme en fait? Ouais. Alors Swan, Sarah sont allés faire des stages. Tout simplement. Voilà, Swan, lui, il est venu passer une dizaine de jours, en tout cas, où il a été travailler chez des cousins, où il allait traire des vaches, où on lui a appris à faire véler une vache, voilà, à faire naître un veau. Et voilà, et donc ça s'est passé comme ça. Mais on va dire que les choses sont passées assez naturellement. Swan, quand je l'ai rencontré, il est venu passer les essais et il avait tout de suite compris le personnage, tout de suite. Et surtout, il avait compris l'investissement qu'il fallait pour jouer le rôle de Pierre, et donc on aimait notamment au niveau du travail, très clairement. Donc voilà, on va dire que les choses entre la formation, le travail, le rapport à la famille aussi, c'est des choses qu'il a compris lui, enfin en tout cas qu'ils ont tous compris assez rapidement. Est-ce que vous avez toujours su que ce serait Swan Arlo qui interpréterait le personnage de Pierre? Non, mais par contre, une fois que je l'ai rencontré, oui, j'étais sûr que c'était lui. Ouais. Et vous avez appelé votre film Petit Paysan. Pourquoi petit? Pourquoi Petit Paysan? Alors, il ne faut pas détacher petit de paysan, je pense. Non, mais je pense qu'il veut dire plein de choses, ce titre. Et Petit Paysan, moi, j'ai grandi dans une petite exploitation. Mes parents sont toujours considérés comme des petits paysans. Donc voilà, donc pour moi, c'était assez naturellement, je l'ai appelé comme ça. Merci Hubert Charuel. Je rappelle que le film sortira le 18 octobre en Belgique pour les intéressés.
Merci Hubert Charuel, merci Marie. Alors on vous a parlé de ce film dans ce magazine, on parle de quelques films seulement, on n'a pas le temps de parler de tous, mais les étudiants voient bien d'autres films et ils en parlent sur leur blog, c'est le Bruxelles Bondi Blog, vous pouvez donc aller voir sur le web et c'est Bruxelles Bondi Blog, c'est en un mot, Bruxelles BXL, bondiste avec un Y, bruxellesbondiblog.be pour d'autres critiques, d'autres interviews réalisées par nos étudiants. Alors c'est devenu un petit peu bateau de le dire et pourtant c'est vrai, un festival, qu'il soit musical ou de cinéma comme ici, ça ne peut exister que grâce aux bénévoles. Et oui, accueil invité, chauffeurs, présentateurs de films, ils sont les coulisses de ce festival. Martin et Cindy sont allés à la rencontre des piliers du FIF. La belle histoire! Un trajet entre le chapiteau et le caméo, c'est Jean-Paul qu'il faut appeler. Vous allez voir un film, Sylvie vous le présentera. Vous êtes invité et un peu perdu dans Namur, Maëlys vous guidera. Le FIF vit grâce à ses bénévoles. Au total, ils sont 250 à s'activer dans les rues de Namur pendant 8 jours. Et pour certains, ce n'est pas une première. Depuis 15 ans, Jean-Paul prend le volant, toujours avec le même plaisir. Pour moi, le plus bel avantage qu'on a, c'est de rencontrer les gens et d'avoir une certaine intimité dans la voiture avec que ce soit des personnes connues ou moins connues. Et on fait toujours de... Moi, c'est ce qui me plaît dans... C'est les rencontres. Les rencontres, les belles rencontres, beaucoup de sympathie. Sylvie, elle, n'est pas derrière le volant, mais sous les projecteurs. Son rôle, présenter les films avant leur projection. Au programme aujourd'hui, une sélection de web-séries. Vous découvrirez les 4 premiers épisodes de 3 web-séries. Alors la première est une série belge, La théorie du Y, qui a été réalisée par Martin Landmetter et Caroline Taillé. Je crois que je suis la plus ancienne de tout le monde. Quand j'avais 12 ans, déjà, je passais dans la rue, je voyais le chapiteau du FIF, et puis je suis namuroise. Et voilà, donc j'habite Bruxelles, je travaille à Bruxelles, chaque année je reviens travailler au FIF. Contrairement à Jean-Paul et Sylvie, pour Maëlys, c'est son premier FIF. Pas facile de trouver ses marques, surtout lorsque l'on doit suivre le très demandé Guillaume Gallienne et son armada d'attachés de presse. Ça se passe bien, mais après, comme c'est un des plus gros invités de la semaine, forcément, il est très très occupé. Il y a beaucoup d'interviews toute la journée, donc c'est une grosse journée bien chargée, quoi. Compliqué à gérer? Oh, il est bien entouré, donc ça va, ça devrait aller. Mais en dehors du FIF, Jean-Paul n'est pas vraiment chauffeur. Pour l'instant, je suis retraité depuis bientôt 2 ans et auparavant, j'étais cheminot. Maëlys, elle, ne fait pas qu'accueillir les invités. Alors moi, j'ai été diplômée à la Elbe en technique de l'image et là, je suis en master en écriture et analyse cinématographique. Et Sylvie n'est pas réellement présentatrice. Je suis comédienne, en fait. Mais le temps d'une semaine, ils seront là pour vous faire vivre le FIF et vous en mettre plein la vue. Bonne projection. Et un coup de chapeau évidemment à tous les bénévoles et j'inclus dedans les étudiants de la Elbe et de l'IEX qui travaillent pour pas un rond et à fond pourtant, hein. Bravo à vous. Alors choisir la photo du jour n'a pas été facile aujourd'hui puisque les étudiants en photographie de la Elbe étaient apparemment en forme. On en a donc sélectionné 3. La première va sûrement vous parler. Nous avons tous assisté à ce genre de scène dans un cinéma avant ou même pendant une projection. La deuxième photo est aussi très actuelle. Pour suivre un film en réalité virtuelle, il faut mettre un masque qui vous fait parfois ressembler à un loup ou à un ours, au choix. Et puis on change d'animal pour le dernier cliché, c'est Awak, le seul chien accrédité au FIF. Petit clin d'œil, son maître, André Dubuisson, est lui-même photographe. Voilà, en espérant qu'on ait d'aussi beaux clichés demain. On en vient à la friandise du jour, c'est bien sûr le défi. Aujourd'hui, c'est une histoire de ballon. Alors oui, pour son rôle dans Les Rayures du Zèbre, Marc Zinga a dû apprendre à jouer au foot. Qui pourrait rêver d'un meilleur professeur? Alors pour apprendre l'art du ballon, Jeanne s'est lancée un défi. Mais encore faut-il que Marc Zinga l'accepte. Le défi! Alors aujourd'hui pour le défi, il faut que Marc Zinga m'apprenne à jongler avec une balle de foot. Alors là on est devant son hôtel, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt, donc d'abord on va aller chercher une balle de foot. C'est parti. Bon alors voilà, nous on est étudiants, donc je vous avoue, on n'a pas énormément de budget. Du coup on va aller demander à une école de nous prêter un ballon. J'espère qu'ils vont être d'accord. J'ai ici une équipe du FIF qui est à la recherche d'un ballon. Ballon de foot. Oui, ils sont près de moi. Une équipe là en train de me filmer, je comprends pas ce qui se passe. Bon, on a eu de la chance, on m'a prêté un ballon, je dois le rendre en fin de journée. Maintenant on va voir si Marc Zinga veut bien jouer au foot avec moi.
Voilà, Marc Zinga, on aime vraiment savoir comment vous avez réussi à incarner le rôle d'un joueur de foot. Comment ça s'est passé? Vous avez dû apprendre à jouer au foot, j'imagine. Et c'est ça qui était particulier, c'est que j'étais pas du tout branché par le foot. Donc j'ai dû tout apprendre à jouer, à m'intéresser vraiment à ce que ce sport implique. Et donc j'ai évolué pendant 8 mois à l'Union Saint-Gilloise. J'ai démarré avec des gamins de 12 ans et j'ai fini avec ceux de 16 ans. Et c'était super, j'ai découvert plein de choses dans le sport et maintenant je suis un fan de foot. Bon, malheureusement, Marc Zinga n'a pas voulu m'apprendre à jouer au foot. Il nous a quand même donné une petite interview, mais il avait un emploi du temps assez chargé. Mais donc voilà, moi je suis un peu frustrée, j'ai envie quand même qu'on m'apprenne à jongler, donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'apprendre. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que par hasard vous savez jongler avec une balle de foot? Avec votre pied comme ça? Ça m'étonnerait beaucoup. Vous êtes sûr? Je ne m'appelle pas Neymar. Moi, si je jongle avec ton ballon, je le fous dans le carreau direct. Comment t'as dit? Tu cales sur ton bon pied, et puis après tu l'as. Vas-y, fais un peu. Je sais pas faire ça. Tu peux m'apprendre après à faire ça? C'était donc pas Neymar, hein, malheureusement. Allez, on va dire défi à moitié réussi. Jeanne a rencontré Marc Zinga, même s'il n'a pas vu jongler. Marc Zinga, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il était dans le dernier James Bond. Hein. Voilà, c'en est déjà fini de ce 4e numéro de Silence on FIF. On a donc passé la moitié du festival. On peut revoir ce magazine sur Ovio et sur les sites internet de la Elbe et de l'IEX. Merci et bravo à tous nos invités et aux étudiants qui ont entièrement réalisé ce magazine. On se retrouve demain sur la 3.